BFM Business, Good Morning Business, l'interview. Et à 8h17 ce matin, nous ne sommes pas avec un entrepreneur, encore que. On verra que finalement être maire d'une petite ville ou d'une grande ville comme Cannes, c'est un rôle de chef d'entreprise. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, bonjour. Bonjour. Alors je voulais vous inviter ce matin parce que vous avez plein de propositions sur le plan économique. Et qu'au fond, on se dit que pour la réindustrialisation de notre pays, pour donner envie de s'installer dans une agglomération, sur un territoire, c'est d'abord un peu aussi grâce ou à cause de vous, David Lisnard, parce que vous avez beaucoup de leviers finalement pour inciter l'entreprise à s'implanter, les impôts, le foncier, les permis de construire. Oui, et toutes les externalités d'ailleurs qu'il faut rendre positives, c'est-à-dire le logement, l'éducation, les crèches, le transport, la mobilité, enfin Bien sûr. Tout ce qui permet d'avoir une cohérence de développement. D'ailleurs, quand on parle de localisation, de relocalisation, il ne faut pas oublier que dans ce mot-là, il y a local. Et donc le pouvoir local, il est fondamental. Et l'enjeu pour retrouver de la compétitivité, parce qu'il faut être très clair quand même, sur le plan industriel, on a beau nous raconter ce que l'on veut, si on regarde sur les 2 dernières années, de décembre 2019 à décembre 2021, l'emploi privé en France a progressé de 185 000, il a régressé de 45 000 dans l'industrie. Malgré certains relocalisations emblématiques. Il y a toujours des choses à montrer qui sont positives, heureusement. Mais la tendance de désindustrialisation elle continue. On le voit dans les statistiques, on le retrouve dans le déficit du commerce extérieur, qui est l'indicateur, c'est le juge de paix du manque de compétitivité de la France, mais on le retrouve même de façon inductive aussi. Quand on va en France, on voit aussi des fermetures de sites. Donc tout ça, c'est pas irrémédiable. On a plein d'atouts, on a une grande histoire, on a des grands paysages, on a encore des grandes infrastructures, mais de retrouver une attractivité locale donc, est complètement fondamentale pour pouvoir réindustrialiser le pays, retrouver de l'attractivité foncière, du foncier accessible au juste prix, rapidement, et ne plus voir nos entreprises ou des entreprises étrangères. Là aussi, contrairement au récit qu'on nous raconte, Intel qui va en Allemagne, Tesla qui va en Allemagne, alors qu'on était comparés, on était dans l'appel d'offres, si je puis dire. Alors justement, il y a parfois des discours contradictoires chez les décideurs publics. Par exemple, le foncier, il y a cette loi qui interdit l'expansion foncière, qu'on comprend. Il y a des impératifs d'écologie, de transport aussi, d'étendre les villes. En même temps, quand les investisseurs internationaux viennent en Europe, ils se disent quel est le pays qui va m'offrir du foncier, du prêt à l'emploi et du rapide en termes de procédure. Mais ça renvoie à tellement de questions. C'est-à-dire que le malthusianisme, ça ne fonctionne pas. 2, les injonctions contradictoires, on n'en peut plus. On n'en peut plus dans les entreprises, parce que je viens aussi du monde de l'entreprise et du petit commerce, et on n'en peut plus dans les collectivités. Et il est vrai que dans la loi climat et résilience de mémoire du 26 août dernier, les ZAN, zéro artificialisation nette, qui sont un objectif très louable, mais l'enfer est pavé d'objectifs louables, vont créer des difficultés de développement. Donc il faut qu'on arrive à montrer que les objectifs environnementaux ne doivent pas passer par la définition des modalités par l'État. Alors ça paraît peut-être un peu compliqué, mais ce qu'il faut, c'est qu'on valorise les externalités environnementales. Et ensuite, c'est à chaque chef d'entreprise, à chaque dirigeant local d'optimiser et de faire son choix. Je vous donne un exemple. Le problème, c'est qu'on se dit toujours, si on leur laisse la bride sur le cou, il faut des grandes règles d'ordre public, évidemment. Mais je vous donne un exemple. Sur les entrepôts, on sait tous, Guillaume Poitrinal l'avait dit, ça n'a pas changé, que pour faire un entrepôt sur un foncier qui est déjà purgé, ce qui peut prendre des années et des années. Bien sûr. Donc purgé de tout recours potentiel, il faut au moins 6 mois pour avoir les autorisations en France. Il faut moins de 3 mois en Allemagne, il faut 27 jours aux États-Unis. Regardez aujourd'hui dans les lois climat et résilience, on nous dit qu'il faut diminuer le bilan carbone des entrepôts. Très bien, mais au lieu de se contenter de dire ça et de mettre un seuil de bilan carbone avec un malus, un bonus, ce qui aurait été formidable, on a dit, la loi est allée jusqu'à imaginer les modalités. Il faut végétaliser le toit, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est pas vrai. C'est au chef d'entreprise de dire, j'investis sur les machines-outils qui consomment moins, j'investis sur un nouveau processus énergétique et je réponds aux objectifs de politique publique. Donc il faut qu'on sorte du conformisme technocratique qui nous coûte une fortune. Donc peut-être plus de décentralisation aussi. Décentralisation, subsidiarité, et puis, mais c'est un renversement de mentalité. C'est-à-dire qu'il faut que la puissance publique n'existe pas que en produisant des normes et des règles. Et ça part de la formation, enfin, c'est un vaste débat. On peut parler aussi évidemment de fiscalité. Par exemple, qui en parle des entreprises, la transmission d'entreprises, des ETI. Quand on voit le nombre d'ETI qu'il y a en France, quand on compare à l'Allemagne ou même à l'Italie, c'est ce que j'allais vous dire. Et de plus en plus à l'Espagne aussi. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut changer ? Alors, il
y a quand même du Trade, le plafond du Trade, qui a permis de baisser un peu les droits de transmission entre chefs d'entreprise et peut-être leurs enfants, mais on est encore très taxé. Hein. Oui, d'ailleurs, toutes les statistiques le montrent. Alors là, je m'exprime en nom personnel, et moi, j'ai un parti qui s'appelle Nouvelle Énergie, on travaille beaucoup sur ces questions-là, donc c'est pas au nom de l'AMF, mais moi, à titre personnel, je pense que c'est à celui qui possède un patrimoine, qui a déjà payé l'impôt, parfois plusieurs fois sur ce patrimoine, de décider à qui il le remet. Ouais. Et qu'effectivement, ça devrait être un thème, c'est en train de le devenir, de la présidentielle. Tout à fait. Comment arriver à ce que la transmission patrimoniale permette d'établir un capitalisme familial sur les ETI, qui sont la principale source d'exportation et donc d'enrichissement du pays. Quand vous pensez qu'en France, on vérifiera les chiffres, mais je pense ne pas être loin, il y a 140 000 entreprises exportatrices, qu'on en a donc la moitié. En Italie, on a plus de 200 000, en Allemagne, il y a plus de 300 000, alors qu'on a toutes les potentialités, on est un pays créatif. Donc ça veut dire qu'il y a des boulets de compétitivité dans les charges, dans les impôts sur les successions et dans les impôts sur la production. Et puis il faut rappeler que quand on a une transmission d'entreprise, ça ne concerne pas seulement le dirigeant et ses enfants, ça concerne tout l'écosystème qui est autour, ses fournisseurs, ses clients qui vont être impactés par la fabrication. C'est un écosystème, vous avez complètement raison, et on n'ose plus dire cluster depuis quelques mois. Et là-dessus, moi j'ai une position aussi, c'est que je pense qu'il faut qu'on développe un capitalisme familial et un capitalisme populaire. Au lieu de dire, regardez ces salauds de riches qui s'enrichissent avec des dividendes, il faut permettre à chacun de bénéficier de cet enrichissement. Et donc, puisqu'on parle de pouvoir d'achat, de diversifier les sources d'enrichissement pour les classes populaires, les classes moyennes. Moi, je viens de cet univers-là. Et donc, par exemple, on devrait pouvoir, en tant que chef d'entreprise, lorsqu'on a une cotation, distribuer des parts de l'entreprise, c'est-à-dire des actions, gratuitement aux salariés. Et je pense que ça changerait beaucoup de choses. Alors, je voudrais aussi parler aux chefs d'entreprise, maire de Cannes, parce que c'est même pas une PME, vous avez une ETI à gérer. Il y a cette question du temps de travail. Vous savez que maintenant, la loi impose aux collectivités de faire respecter les 35 heures à leurs salariés, et certaines villes sont hostiles, on le voit en région parisienne. Il y a d'autres villes comme Marseille où ça provoque des grèves à répétition. Est-ce que vous pensez que effectivement c'est un devoir pour les agents publics de faire 35 heures? D'abord, il faut respecter la loi. Voilà. Donc la question ne se pose pas. Enfin, on est républicain ou pas. La loi républicaine dispose qu'il y a un temps de travail qui doit être respecté. Il faut le faire respecter. 1. 2. Il est vrai que j'ai souvent utilisé cette expression maire et chef d'entreprise à une différence près, c'est qu'on ne distribue pas du dividende et du profit, on distribue de l'intérêt général, mais on optimise du service. Alors après, d'un point de vue philosophique, on pourrait très bien imaginer que le temps de travail pourrait être libre aussi, mais la loi ne le permet pas aujourd'hui. C'est une vraie question. Il y a des auteurs libéraux d'ailleurs qui de ce point de vue-là, retrouvent des personnes plus à gauche en disant ça fait partie du contrat social. Alors, après, il faut que le niveau de rémunération, ça ne doit pas se faire au détriment des contribuables. L'enjeu, et c'est ce qui est beau et grand dans la fonction publique et dans le service public, c'est que vous devez concilier deux légitimités contradictoires. La première légitimité, c'est celle de l'usager. Vous devez assurer un service public universel, permanent, constant pour tous, riches, pauvres, etc. Et défendre le contribuable, puisque nous sommes dans le pays le plus chargé et taxé au monde, avec le record de la dépense publique. Donc, tout ce qui doit... Le nœud gordien, c'est l'efficacité, la performance publique. Comment gagner en productivité dans la fonction publique, qu'elle soit nationale ou locale. Il y a de beaux exemples dans la fonction publique territoriale. Pour permettre notamment de baisser la dépense publique et donc peut-être à terme de rendre un meilleur impôts, service et d'améliorer les conditions de travail. Moi, je veux dire, dans une commune qui est souvent caricaturée, où il y a un taux de pauvreté élevé, etc., je le répète à chaque fois, on a réussi à baisser la masse salariale, à augmenter les rémunérations avec le nouveau régime indemnitaire, RIF, CEP, etc., à augmenter les rémunérations, à faire un plan CAPEX, donc à développer un plan d'investissement grâce à des économies de fonctionnement on a réduit de 26% le train de vie de la mairie, et tout ça en faisant un management participatif. Et on arrive ainsi à concilier ces deux exigences. L'un des gros boulets de la compétitivité en France, ce sont les impôts de production qui sont extrêmement supérieurs à ceux, par exemple, des Allemands. Même malgré les 10 milliards d'allègements, on est encore à 70 milliards. Il faudrait les baisser de 30, de 40. C'est ce que demande en tout cas l'UMM ou le MEDEF. C'est ce que proposent certains candidats d'ailleurs. Pas tous. Quel est votre point de vue là-dessus? Je pense qu'effectivement, on ne peut pas continuer avec ce boulet de compétitivité que sont les impôts de production. Il faudra au moins être à la moyenne de la zone euro, qui, de mémoire, doit être à 2,5 du PIB, ou 2,6. Ceci étant, il faut toujours penser à la dépenses qu'il y a en face de la recette. Et donc, ces impôts de production reviennent à plus des 2 tiers aux collectivités, pour des dépenses qui sont utiles et nécessaires. Donc, on doit, et l'AMF fera des propositions pour la prochaine mandature, on doit trouver un système qui permet de diminuer ces impôts de production, mais on doit retrouver un lien entre l'entreprise et le local. Parce que si vous n'avez pas de lien fiscal,
vous n'aurez pas de compétition entre collectivités pour attirer des entreprises. Donc l'équilibre, il est ténu. Et le problème des impôts de production, c'est qu'ils sont en haut de nos comptes d'exploitation quand on est chef d'entreprise. Donc c'est vraiment, ça fait monter le point mort, et donc ça coûte de l'emploi, ça coûte de la richesse. L'Institut Molinari, comme souvent d'ailleurs, a produit des travaux très intéressants en estimant que la baisse des impôts de production générait des recettes qu'on équilibrait, et on retrouverait le niveau de recettes fiscales en 2 ans. Le tout, c'est de ne pas affaiblir la capacité des collectivités locales de créer de l'attractivité locale, donc d'avoir des recettes. Une croissance de 7% en 2021, un chômage en forte baisse. Est-ce que vous diriez que le bilan économique du quinquennat est bon? Non, parce que je regarde les chiffres. Le bilan économique du quinquennat, c'est une baisse du chômage dont il faut se féliciter, mais qui est de 8 et quelques %, pour arriver à 8 d'ailleurs % de taux de chômage, qui est la moitié de la baisse du chômage de la zone euro. Donc la France a un déclin relatif par rapport à ses voisins. Quand on regarde le déficit du commerce extérieur, je le disais tout à l'heure, c'est un juge de paix. On bat des records de déficit du commerce extérieur. C'est incontournable. Le déficit de l'État a repris son augmentation. Il baissait depuis la fin de la crise des subprimes. Vous savez ce que dit Bruno Le Maire, si on n'avait pas fait le quoi qu'il en coûte, on ne serait pas à 115 %, mais 126 %. On va sortir des slogans, on va regarder les choses factuellement, si on a quelques minutes. Le déficit de l'État, j'ai compris qu'il fallait aller vite, diminué à partir de la fin de la crise des subprimes. Il a repris son augmentation en 2018, puis 2019, avant le Covid. Donc pendant la crise Covid, au cœur de la crise Covid, lorsqu'on imposait des fermetures, il fallait évidemment que l'État joue son rôle de dernier assureur. Et ça a été très bien fait. Et Bercy est une belle administration. Elle s'est bien prélevée, elle s'est bien distribuée. Donc il faut le saluer. Sauf qu'il fallait en sortir plus vite et qu'aujourd'hui, on sent qu'on est sous perfusion publique pour tenir jusqu'aux élections. On est en train de différer la crise qui va nous péter à la figure compte tenu du report des déficits. Et donc, plus on diffère la rencontre avec la réalité financière, budgétaire et comptable, plus la crise sera amplifiée. Et les prochaines années, quel que soit le président, sont très difficiles de ce point de vue-là. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, maire de Cannes, merci d'avoir été sur ce plateau. Il est 8h30, c'est le journal de l'économie.